La forêt tropicale, faite de branches et de feuilles, retient par couche la pluie qui tombe du ciel. C'est pourquoi il ne pleut jamais sur la tête des gens qui marchent au sol. Ici, près de 90% des précipitations tombent pendant la saison des pluies. Ce qui distingue cet endroit des autres régions de Chine, c'est qu'il n'y a que deux saisons, la saison humide et la saison sèche. Sous la pluie, une fourmi rouge cherche à revenir chez elle depuis les berges de la rivière. Les fourmis rouges qui travaillent à l'extérieur pendant une longue période de temps sont facilement repérées et blessées par leurs ennemis naturels. Aujourd'hui, ce sont les gouttes de pluie qui sont leurs pires ennemis. Sans la protection de leur groupe, les fourmis errantes meurent en quelques jours. Après une longue évolution, la plupart des feuilles des arbres de la forêt tropicale sont longues et étroites. Ainsi, elles peuvent drainer l'eau de pluie tout en évitant de pourrir. Après la pluie, le niveau d'eau de la rivière a considérablement augmenté. Lavée par la première pluie, la forêt retrouve sa force vitale. Au fond de la forêt tropicale, il y a des champignons et des micro-organismes partout. Les fourmis vont régulièrement se laver et laver leurs consoeurs pour éviter les maladies causées par les micro-organismes. Sur le chemin du retour à la maison, les fourmis rouges voient quelque chose d'extraordinaire. Les termites ouvrières font leurs adieux à celles qui vont s'envoler au nom de l'amour. Ce sont des termites mâles et femelles dotés d'ailes et qui ont la lourde responsabilité d'assurer la reproduction de l'espèce. Les termites volent en cercle près du sol, comme s'ils dansaient. Les femelles choisissent leur partenaire pour s'accoupler. C'est ce que les entomologistes appellent le vol nuptial. Pendant le vol, des termites de différentes colonies envoient des représentants. L'accouplement croisé assure ainsi la diversité génétique. Dans une vie de termite, l'accouplement est un moment merveilleux. Mais les termites peuvent aussi servir de banquet pour les prédateurs, et en tout premier chef, des grenouilles à lunettes.
D'autres prédateurs viennent aussi faire ripaille. Ce termite femelle n'est pas parvenu à se trouver un mâle. Pendant que les couples de termites batifolent, l'amour s'éloigne et la mort approche. Des prédateurs se disputent parfois entre eux. Un crabe fait claquer ses pinces pour chasser un mille-pattes de son territoire. Devant les pinces acérées et la carapace dure, le mille-pattes ne peut rien faire d'autre que de battre en retraite. Les fourmis rouges se remplissent aussi la panse de termites. Des centaines de milliers de termites participant à la cérémonie, seuls quelques-uns s'en sortent vivants. Les autres meurent, épuisés d'avoir trop donné d'amour. Mais les quelques chanceux qui survivent sont capables d'engendrer des millions de termites en 1 ou 2 mois. Dans la nature, de nombreuses espèces comptent en effet sur leur nombre pour survivre. Dans l'arbre, les fruits qui sont à la veille de parvenir à maturité attirent les écureuils géants de Rainan. Les écureuils géants de Rainan mesurent 40 cm. Pour les aider à garder l'équilibre, leurs queues sont aussi grandes que leur corps. Après s'être délectés de fruits, les écureuils géants laissent tomber les noyaux au sol. Ce geste involontaire aide les arbres puisqu'il permet aux graines de se disperser. Sur les cimes, les graines des pruniers verts ont pris une couleur marron clair et sont prêtes à tomber. Pendant la saison de l'ensemencement, un arbre adulte répand des dizaines de milliers de graines. Les eaux de la rivière emportent les graines de prunier vert en voyage. Le voyage de la vie commence ici.
Une forêt tropicale est aussi un lieu de compétition pour les organismes vivants. De nombreuses plantes se battent pour l'espace et se le partagent. Autour du cours d'eau, il y a tout un monde de fougères. Sur le sol humide, les champignons poussent rapidement pendant la saison des pluies. Juste au-dessus de ces champignons, les feuilles des palmiers sont extrêmement denses. Alors que sous les couronnes des arbres, des plantes grimpantes poussent et se faufilent parmi les autres plantes, de nombreuses plantes épiphytes poussent en effet sous plusieurs couches de végétation. Seules quelques parcelles de soleil parviennent encore à toucher le sol. Dans la forêt tropicale, les plantes n'ont qu'un espace de vie limité. Pour obtenir suffisamment de lumière du soleil et de nutrition provenant du sol, la compétition entre les plantes est silencieuse, mais féroce. Une graine de prunier vert est transportée au fil de l'eau. À un endroit approprié, elle germera en une dizaine de jours. Mais la graine qui n'a pas germé en 2 semaines perdra toute chance de germer. Une graine de prunier vert est jetée sur la rive. Il y a de l'eau et du soleil à cet endroit. Pour germer, la graine n'a qu'à libérer l'énergie que lui a donnée l'arbre dont elle vient. Non loin de la graine, il y a un autre arbre qui s'est renversé lors du passage du dernier typhon. Et bientôt, des champignons y pousseront dessus. Puis l'arbre se couvrira de mousse et se désintégrera pour retourner à la terre. Dans la forêt, les feuilles sèches pourrissent et se décomposent dans le sol. Les racines se nourrissent finalement des feuilles décomposées et favorisent la croissance de nouvelles plantes. Plusieurs jours plus tard, les jeunes pousses de prunier vert prennent racine. Sous le soleil, les germes poussent rapidement vers le ciel. Bientôt, sur la pousse, on voit apparaître la première paire de feuilles capables de procéder à des activités de photosynthèse. L'arbrisseau devra encore surmonter d'autres obstacles pour pouvoir se nourrir de soleil et de pluie. L'après-midi, c'est la récréation dans la forêt tropicale.
Un fruit de Dilenia arrive à maturité et tombe. La graine est enveloppée de pulpe sucrée. C'est juteux et délicieux. Une guêpe à proximité sent une odeur sucrée et arrive en volant. La guêpe suce avidement le jus répandu sur le tronc. Elle ne sait pas qu'elle vient de pénétrer sur le territoire des fourmis rouges. De nombreuses fourmis rouges découvrent l'intruse et envoient un signal à leurs camarades. Des renforts arrivent à la rescousse. Les fourmis ouvrent leurs mandibules et prennent position. Les guêpes sont des habitantes féroces de la forêt tropicale. À la différence des abeilles, on les reconnaît à leurs antennes toutes droites. Les guêpes sont aussi capables d'attaquer de façon continue. Leurs mandibules constituent aussi des armes puissantes. Comparées à l'intruse géante, les fourmis rouges qui protègent leur maison semblent bien petites. Mais les fourmis ne craignent aucun adversaire. Sans hésitation, l'avant-garde de la colonie des fourmis attaque. Les fourmis essaient d'attraper la guêpe avec leurs mandibules. Dès qu'il y a une blessure sur le corps de la guêpe, les fourmis aspergent la blessure d'acide formique pour empoisonner leur ennemi. La guêpe est agacée et mord l'une des fourmis. Une fourmi seule est toujours vulnérable. Le bilan des victimes s'alourdit chez les fourmis. Mais avant de mourir, elles libèrent une grande quantité de phéromones pour informer leurs congénères de leur mort. Les fourmis soldats s'activent, mais l'issue de la bataille reste incertaine. La guêpe a toujours un avantage important, mais la colonie de fourmis ne semble pas vouloir abandonner. Le cessez-le-feu vient du ciel. Un nuage passe et, surprise, la pluie commence à tomber. La colonie de fourmis se replie. Les fourmis doivent trouver un refuge pour se protéger de la pluie.
Contrairement aux petites fourmis, l'écureuil de Rheinland, sous la pluie, peut continuer à s'empiffrer. Même la pluie ne parvient pas à lui couper l'appétit. Quant à la guêpe, elle n'est plus dérangée par les fourmis, et des jus sucrés attirent toute son attention. Mais les fourmis veillent. Les cadavres des fourmis rouges mortes ont été rapportés à la maison. On placera les dépouilles dans un endroit spécial dans la fourmilière. Elles y reposeront pour l'éternité. La pluie redouble encore. L'écureuil géant doit arrêter de manger. Les guêpes disparaissent aussi, et la forêt retrouve son calme. La pluie cesse. Les fourmis rouges qui se sont mises à l'abri du déluge reviennent une à une. Mais l'alarme est déclenchée à nouveau. L'intruse revient. Les fourmis rouges s'organisent soigneusement et attaquent à toute allure. Ce sera la bataille décisive. Les fourmis rouges, animées par un objectif commun, lancent une nouvelle série de contre-attaques. Le corps de la guêpe a été trempé par la pluie. La guêpe est donc moins agile qu'avant. Et elle bat continuellement des ailes pour se débarrasser de l'eau qui les recouvre. Sa gourmandise l'a plongée dans une situation dangereuse. Les fourmis rouges immobilisent les pieds de la guêpe. C'est le talon d'Achille de la guêpe. D'autres fourmis rouges attrapent les ailes mouillées de l'ennemi. Elles aspergent les blessures d'acide formique. Sous l'effet de l'acide formique, la guêpe perd progressivement de ses forces. Grâce à leur travail d'équipe, les petites fourmis ont finalement eu raison de leur ennemie géante.